Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 32, on parle des impacts inattendus d'une émission de la TVC. Bienvenue à Studio Libre. Mon prochain invité, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Un invité que j'affectionne particulièrement et que je surnomme le Gros Bill. Mon cher Steven Bilodeau, comment ça va? Ça va super bien. À chaque fois, ton ouverture de show, moi, je l'attends à chaque fois pour voir à quel point la poésie, à quel point tu maîtrises la poésie. C'est de toute beauté. Ah, ben, on essaye, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Parlant de faire de ce qu'on peut avec ce qu'on a, ouais. Eh ben, t'arrives... Tu sais que je file taquin, hein? Je file que ça se passera pas comme tu veux. Bon, le contrôle est perdu. Mais t'arrives d'une tournée, une fin de tournée avec Mathieu Cyr et Olivier Martineau. Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, de ce que tu fais avec nous autres, le Soundcheck Podcast, c'est toujours un plaisir, j'imagine, pour toi de monter sur scène, surtout avec des gens qui sont établis dans l'industrie et dans des salles qui sont établies dans l'industrie aussi. Oui, exactement. Le 30 janvier dernier, on complétait la tournée du spectacle Avant la fin du monde, un spectacle de Olivier Martineau, Mathieu Cyr. Moi, j'ai été attaché à la tournée la dernière année et demie. Okay. Avant ça, c'était Pierre-Bruno Rivard qui assurait les premières parties. Et ça a été pour moi un privilège de la rencontre d'un public, de deux humoristes très établis au Québec, très aimés au Québec. Donc, pour moi, c'est un privilège d'aller prouver mon efficacité comique, me faire connaître, puis en même temps, ben, comme tu l'as dit, faire le tour des grands diffuseurs du Québec, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est un privilège. Donc, je suis plein de gratitude, mais en même temps, triste un peu de... je quitterai pas Mathieu Cyr parce que je vais être la première partie de Mathieu du rodage de son deuxième one-man show. Mais je vais être moins souvent avec Olivier, puis ça me rend triste un petit peu, mais on va avoir d'autres projets ensemble, bien entendu. Ça fait partie du travail d'embarquer sur un projet à un moment donné, le projet termine, puis là, les amitiés demeurent. Par contre, tu te vois beaucoup moins souvent à cause de nos horaires. Fait que c'est un sentiment de devoir accompli, mais en même temps, j'aurais voulu continuer ça encore un bon moment. Mais... on ferme un chapitre, on en ouvre un autre. Donc, on s'en va partout en province avec le rodage de Mathieu. Puis moi aussi, je continue de roder mon premier spectacle solo. Donc, stevenbilodeau.com pour les dates de spectacle. Sinon, mathieucyr.ca. .com ou .ca? Je pense que c'est .ca. On va trouver ça. Pour tous les dates de ça. spectacle. Mais oui. Et la salle Odyssée, belle salle, hein? Très belle salle. Reconnue. Puis c'est pas pour rien que très souvent, on va gagner salle de spectacle de l'année. On est reçu d'une façon... mieux qu'ailleurs, je veux dire comme ça, on est reçu mieux qu'ailleurs. C'est l'exemple. Exactement. La minute que tu mets le pied là-dedans, tu réalises que c'est des professionnels qui ont à cœur ton bien-être et le bien-être de leurs abonnés, des gens qui sont dans la salle. C'est un privilège. Oui. Ouais. Et puis, scoop, là, je veux en savoir plus. Parce que j'ai parlé avec Mathieu Cyr l'année passée, j'ai pas parlé avec Olivier. Et les deux ont des styles, sont des êtres à part entière, particulièrement particuliers. Tu veux dire c'est deux fuckés? J'irais pas jusqu'à dire. Mais bon, ils ont des univers particuliers. Oui. Lequel des deux est le plus différent Mathieu. dans la vie que au travail, exemple donné, ce qu'il projette sur scène versus ce qui est dans la vie, lequel est vraiment différent? Ah non, les deux sont authentiques. Oui. Pour vrai, les deux, puis je pense que c'est une des raisons de leur succès, c'est l'authenticité. Puis j'étais après justement compléter ma conférence. J'ai envie de partir sur... de faire des conférences. Et puis c'est le premier sujet de la conférence, c'est l'authenticité. Puis je pense que c'est vraiment ça qui les démarque dans la sphère, dans l'industrie humoristique. Lequel est plus facile à, je dirais... endurer, c'est un gros mot, là, mais parce que Olivier, il doit déplacer de l'air. S'il est autant sur scène que dans la vie, ça doit être quelque chose, là. Non, Mathieu dépasse plus. Ah oui? Ah oui, Mathieu déplace plus d'air que Olivier. Olivier est quand même assez posé. C'est quand même quelqu'un de... Parce que sur scène, c'est totalement l'inverse, là. C'est un bout en train, là. Mais en même temps, il y a ces moments dans la vie de tous les jours où est-ce qu'il
qui va... vous pensez que c'est un personnage, mais c'est pas un personnage, c'est réellement lui. Mais il y a des moments beaucoup plus calmes que sur scène. OK. Ouais. C'est toujours le fun d'avoir la vision, peut-être d'un autre, parce que quand on leur demande, si je te demandais à toi comment t'es dans la vie, ben, ou si on me demandait comment est Steven dans la vie, c'est une autre histoire d'avoir une vision extérieure. Ils vont dire il vit dans son char, c'est ça qu'ils vont dire. Pratiquement, oui. Ben ça, c'est une autre réalité de l'humoriste. Oui. Puis beaucoup d'humoristes m'en ont parlé. Les déplacements, ça peut être quelque chose de vraiment... Surtout avec les horaires aujourd'hui. Une journée... Ben, je sais que les agents maintenant essaient de faire un genre de circuit pour pas envoyer un gars à Gaspé puis le lendemain à Thetford Mines puis après ça l'autre en Abitibi. Ça s'est déjà vu. Est-ce qu'aujourd'hui justement il y a une conscience de ça? Puis aussi il faut avoir les horaires des salles. Il faut avoir les moyens. Oui. Je vais le dire, vous allez avoir les moyens. Tu sais, une voiture aujourd'hui, ça coûte plus cher. L'essence coûte plus cher, les assurances, l'entretien. Je fais 85 000 km par année, mettons, dans une moyenne. Comme là, cette semaine, ce soir, c'est demain soir. Demain soir, je suis à Brébeuf. J'anime je pense que c'est une fête une fête d'hiver. Après ça, tu vois, je suis à Saint-Eustache, Terrebonne, Montréal. Ça, c'est mon week-end. Donc, j'ai essayé de placer les spectacles en fonction de mes déplacements. Ça va ressembler à ça. Et est-ce que tu reviens chez toi entre chaque ou tu te dis, bon, ben regarde, on va prendre un hôtel parce que ça va revenir moins cher. Puis aussi au temps de repos, on s'entend, il faut que tu te reposes. Là. Exactement. Les déplacements sont très énergivores. Tu n'as pas le temps de créer. Si tu vas créer la limite de ce que tu es capable de retenir comme information. Et dans le déplacement, bien, tu vas avoir des appels, tu vas avoir des meetings. Donc, tu essaies de rentabiliser ça, mais à la fin de la journée, beaucoup d'énergie consommée, pas beaucoup de production, puis tu arrives à l'autre bout, bien, c'est sûr qu'il y a une fatigue qui s'est installée. Puis donc, c'est de trouver une discipline au travers des contraintes puis des difficultés. Oui. Parce que, justement, il y a juste 24 heures dans une journée. Là. À un moment donné, on revient à ça. Oui. Puis il faut dormir là-dessus. On essaie de dormir quelques heures. Au niveau sommeil, toi, de ton côté, je sais que, bon, il y en a qui commencent de bonne heure le matin, comme quand je faisais de la radio le matin. Sommeil était partout. Là, mais non. En fait, le matin n'a jamais été mon moment préféré. J'aime mieux davantage vivre le soir. Le soir. Pas nécessairement la nuit, mais le travail t'amène à travailler et à te coucher aux petites heures de la nuit. Donc, c'est sûr que c'est... comment je pourrais dire ça? C'est un autre challenge de vivre des fois un peu à l'encontre des autres. Là. Mais ça se fait bien. Je suis très à l'aise avec cet horaire-là. Dans mon cas, pour dormir, ça prend du cannabis médical. Ça prend de l'huile de cannabis. Donc, quand je prends ma médication, je dors pour... un 8 heures, puis j'ai beaucoup moins de difficulté à tomber endormi à cause de cette médication-là. Oui, parce qu'on le sait, certains humoristes qui animent à la radio le matin, exemple donné, puis qui font des spectacles le soir, on peut faire ça pendant un certain temps, mais à un moment donné... ça prend de la cocaïne. Oui, c'est ça. Mais tu ris, mais j'ai compris pourquoi certains artistes commencent à consommer des psychostimulants, cocaïne, et toutes sortes d'autres drogues pour se tenir réveillé, pour avoir de l'énergie. C'est qu'à un moment donné, tu as un spectacle, tu veux aller performer, tu veux aller donner le rendement, la performance que les gens s'attendent à avoir parce que c'est pas donné l'humour. Et quand c'est plus difficile, veux pas, tu souhaiterais avoir une béquille pour être capable de donner une meilleure performance. Je peux pas dire que j'ai jamais pensé à consommer de la cocaïne. J'y ai pensé, je l'ai jamais fait, mais j'ai compris davantage pourquoi les gens le font. Et on va revenir à ton projet que tu chéris et que je suis sûr que tu pensais pas avoir un impact aussi fort, en tout cas dans la communauté vétérane. C'est le Soundcheck Podcast Studio, un projet que tu me parles depuis à peu près 2 ans et demi là, que tu m'avais énoncé l'idée. Mais là, c'est vraiment concret. On en a tourné beaucoup. Oui, je pense qu'on est 23e épisode aujourd'hui. À peu près là, qu'on vient de tourner. Mais je pense que à un moment donné, tu t'es rendu compte, puis tu nous en as parlé, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au mois d'octobre l'année passée, début octobre. Début du projet. Oui, début du projet.
puis on n'avait pas vraiment vu l'impact que ça pouvait avoir. Et c'est quand... Je pense qu'on connaissait même pas la forme que ça allait prendre au final, d'une émission à une autre. Ouais. Et... mais tu l'as dit, ça fait longtemps que j'avais ça dans ma tête, d'aller m'asseoir en studio pour avoir un peu plus de cette intimité-là qui est nécessaire pour les témoignages, puis donner aussi un environnement sécuritaire pour les invités, pour leur donner un espace où ils peuvent se confier, qui sont pas en danger. Puis beaucoup de mes vétérans blessés ont la nécessité de se sentir en confiance. Sinon, l'hypervigilance embarque et puis c'est plus difficile de conduire une entrevue. Donc, je pense qu'on a trouvé le bon format, je pense qu'on a trouvé le bon ton. On est encore à ajuster certaines choses dans le projet, mais on réalise maintenant l'impact que ces témoignages-là ont sur, je veux dire, la population générale, mais spécifiquement ma communauté des vétérans. Ça parle beaucoup aux jeunes militaires qui sont en processus de joindre les Forces armées canadiennes ou qui sont déjà en service. Mais il y a de l'information là-dedans qui est très pertinente, même si plusieurs vont raconter, qui vont témoigner en fait de leur expérience personnelle dans le temps. Mais il y a beaucoup de choses qui parlent à plusieurs générations là-dedans, plusieurs thèmes qui sont communs. On réalise que les blessures sont interreliées. On réalise que beaucoup de gens ont souffert de la même chose. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est de voir au deuxième et au troisième niveau l'impact que ce podcast-là avait, qui, à la base, moi, je souhaitais juste présenter mes vétérans et d'humaniser ce travail-là qui a une particularité unique. Oui. Et où est-ce que beaucoup perçoivent que c'est négatif, l'armée. Donc, je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a une partie de négativité dans un service militaire. En tout cas, du moins, il y a des dommages collatéraux. Puis ça, je suis capable de le comprendre. Ça, c'est partout dans le monde aussi, là. Mais c'est des êtres humains qui ont décidé de servir les forces, qui ont décidé de faire... Et plusieurs ont fait le sacrifice ultime. Donc, de donner une partie de leur vie, et certains ont donné leur santé pour servir quelque chose qui était plus grand qu'eux. Donc, j'ai juste envie de montrer la nature de ces êtres humains, de ces êtres humains-là. Et on le fait depuis maintenant 23 épisodes. Et abonnez-vous au Soundcheck Podcast. C'est gratuit. En fait, il n'y a pas de Patreon. Donc, tout le contenu est intégral parce que tu le sais, on ne fait pas de montage. Non. Aujourd'hui, ma chaise a cassé sur le plateau. On l'a accusé. On l'a accusé. Puis, c'est ce que je veux. Je veux pas de cachette avec les gens. Je dis pas que de temps en temps, on peut pas se mettre, je vais dire, le pied dans la bouche, qu'on peut pas, parce qu'on ne maîtrise pas toute l'information non plus. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est d'être compréhensif, que les témoignages, les histoires sont racontées au meilleur de leur connaissance. Et il est possible que certaines blessures aussi soient, pour d'autres, un déclencheur. Quand est-ce que tu as compris que... Parce qu'au départ, on était censé d'en faire 13, 14 dans ce coin-là pour faire la saison d'automne. Et rapidement, on s'est rendu compte que avec l'impact, notamment du premier épisode avec Mancurier, que c'était pour aller plus loin. Quand est-ce que tu as compris que ce projet-là ne s'éteindrait pas après le 13e, 14e épisode? Le vrai signe, je l'ai eu à la diffusion du premier épisode. De Mike, oui. Ce que j'avais peur, ma plus grande crainte, c'est que les hommes et les femmes qui décident de témoigner soient pris à partie par le public en général, ces médias sociaux. C'est ce que j'avais peur. C'était ma plus grande crainte et j'étais prêt à mettre fin au projet, même si c'était populaire, si mes invités allaient sortir de là plus scrap. Plus meurtri. Oui, exactement. Ouais. Et finalement, on a réalisé, même avec l'entrevue d'un premier invité qui s'est pas toujours bien comporté dans l'armée. Pas les visionner le contenu, c'est disponible, s'il est présentement sur la plateforme, c'est gratuit. Donc, on a réalisé que, même s'ils n'ont pas eu un comportement parfait, qu'au niveau du témoignage, les gens allaient retenir le positif de ça. Donc, le cheminement, le rétablissement qui a été fait aussi, et que certaines blessures peuvent avoir été comment je pourrais dire ça? Le déclencheur pour certains gestes qui sont répréhensibles. Puis, on le sait, la société a évolué, il y a des comportements qui ont changé pour le mieux.
Absolument. Mais que les gens soient capables de faire la part des choses, puis d'être capable de voir du positif dans quelqu'un qui va admettre qu'il a fait des erreurs, bien ça, c'est extraordinaire. Puis c'est la raison pour laquelle je voyais le projet se développer davantage. Et quand j'ai commencé à recevoir des témoignages de gens qui disent « Hey, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. » Puis j'ai eu... Et même des gens qui voulaient participer là aussi, là, que tu ne connaissais pas nécessairement. Là, le log est plein. En fait, on va continuer de tourner au fur et à mesure, mais je ne manque pas de candidats pour s'asseoir sur la chaise qui viennent venir raconter leur histoire. Et si vous entendez ça et ça vous tente de témoigner, n'hésitez pas à me contacter. Parce que des fois, au niveau des horaires, des disponibilités, il y en a un qui ne peut pas, bien, il y a une possibilité de prendre comment je pourrais dire ça? Un remplacement. Oui, effectivement. Parce que on l'a vu, les gens sortis. Puis moi aussi, au départ, quand je voyais les gens arriver, je me disais, est-ce que eux vont être transformés après ça? Parce que ça sert à quoi d'aller témoigner, de s'ouvrir si ça nous apporte rien? Mais je pense qu'au contraire, ça fait du bien, bon, on l'a dit, aux spectateurs, aux téléspectateurs qui vont regarder, mais aussi à la personne même. Et je pense, en premier lieu, à la personne même. On a eu des confidences qui ont été vraiment intenses. Là. Oui. J'en ai quelques-unes en tête, là. Oui. Mais les gens se sont vraiment livrés. Et je pense qu'eux-mêmes, je ne sais pas si tu en as eu des échos après, si les gens t'ont écrit pour dire, mettons, un mois après, hey, j'ai vraiment comme cheminé, vraiment, c'est vraiment une étape dans mon cheminement de guérison. Justement, dans les étapes, puis tu le dis, lorsque, premièrement, ça prend tout un courage pour venir s'asseoir sur une chaise, raconter 1h30 de sa vie. Tu sais, c'est rapide, 60 minutes, 90 minutes, c'est un peu plus périlleux. Tu as une idée de ce que tu veux raconter. Par contre, tu n'as pas nécessairement de plan et tu ne peux pas non plus, comme invité, arriver avec comment je pourrais dire ça? Tu ne peux pas contrôler l'entrevue. Donc, tu es un peu réactif de ce que tu fais. Donc, il y a beaucoup de peur avant de s'asseoir sur cette chaise-là de la part des vétérans. Puis je pense que tout vétéran confondu, cette crainte-là de ne pas dire la bonne chose, d'être mal interprété, de s'exposer aussi, parce qu'on a reçu des gens de l'intelligence qui, juste de s'exposer physiquement, parce que d'habitude, c'est des gens qui travaillent avec une cote de sécurité dans l'ombre et ils veulent rester dans l'ombre parce que c'est un peu la culture de ces métiers-là. Écoute, c'est anxiogène, ça demande du courage. Après ça, l'entrevue, 1h30 quand tu es un vétéran blessé, là, c'est très long. Oui. Donc, physiquement, il y a un prix à payer. Ça m'a surpris d'ailleurs de plusieurs. Là. Oui. Ils sortent de l'entrevue, il y en a qui sont sur un high, d'autres sont davantage craintifs à savoir est-ce que j'ai fait un bon travail? Parce que souvent, là, cette question-là, mais est-ce que tu es satisfait de ce que j'ai donné? Je peux pas être insatisfait de ce que tu m'as donné. Tu m'as donné ton temps, tu m'as donné ton cœur, tu m'as donné tes tripes. On parlait d'authenticité au départ. Là. Ouais. Ça, c'est de l'authenticité, mais genre fois 1000. Ouais. On peut pas être plus authentique que ça. En tout cas, les gens qui nous ont raconté des choses, qui t'ont raconté des choses, ben c'est authentique. Puis on parlait aussi d'un environnement propice. Et il faut dire qu'à part toi, il n'y a personne d'autre en studio quand tu mènes les entrevues. Non. Ce qui peut être différent d'un plateau de télé normal dans une grande chaîne. Ouais, exactement. Puis le timing et compagnie, il y a un paquet de choses. Tandis que là, nous, on est vraiment, toi, l'invité. Et nos studios sont... c'est quand même assez restreint comme espace. Oui. Ça, c'est favorable aussi au témoignage. C'est favorable aux confidences. C'est environ 15 par 15, là, grosso modo, 12 par 15. Donc, c'est vraiment petit pour favoriser ça. Au niveau des phases aussi, une fois que le vétéran s'en retourne chez eux, il y a une grande période où c'est que c'est difficile physiquement. Donc, d'avoir été sollicité psychologiquement, physiquement. Donc, ils s'installent... Ils sont fatigués, puis même la peur continue. Ah oui? Parce qu'ils n'ont pas vu le produit encore. Oui. Donc, ça leur prend... Ils vont devoir faire confiance. Puis pour des gens qui sont toujours en hypervigilance ou qui sont très craintifs, ça peut être très anxiogène. Donc, physiquement, après, le corps s'en fait ressentir. Il y en a que ça peut être 24 heures, puis il y en a d'autres, ça peut être une couple de semaines. Tu comprends? Donc, jusqu'à une couple de semaines. Il y a un accompagnement
qui est nécessaire avec les vétérans, de les rassurer que non, tu as fait un bon travail, tu vas voir, on a été bienveillants, tu vas sortir de là, puis tu vas juste accomplie. Tu vas juste avoir, oui, tu vas juste avoir de l'amour. Ouais. Et après ça, c'est l'attente de l'épisode. Ouais. C'est les extraits, comment les gens réagissent pour les extraits. Puis quand ils voient le résultat final, ils ont dit « Ah, mais là, j'adore mon podcast. » J'adore. Puis il y en a qui l'ont écouté 2, puis 3, puis 4 fois. Puis même si c'est eux qui l'ont sont très fait. fiers. Sont très fiers. Puis pour certains, ben, ça va être un leg aussi pour la famille, les amis, les enfants. C'est drôle parce qu'on dit souvent que quand une personne s'en va, décède, ou eh ben, c'est la voix qu'on perd en premier, le son de la voix de la personne. Donc, d'avoir ça, d'avoir ce document-là, et Internet n'oubliant jamais, on est sûr qu'on va le retrouver en quelque part. Je pense aussi, et j'imagine qu'avec le temps aussi, ça fait que, vu qu'il y en a plusieurs de sorties, les gens voient le traitement, donc ça doit être plus facile quand même de... Parce que je sais bien que quand on fait une émission et puis d'essayer d'inviter des gens quand l'émission n'est pas sortie, ils font comme, mais ça va ressembler à quoi? Une fois qu'on sait que là, on en a pas mal d'extraits, tu peux dire, ben, regarde, allez voir, c'est ça que ça donne. Est-ce que justement, ça devient plus facile de dire, hey, oui, regarde, c'est ça que ça va donner, puis inquiète-toi pas, tu passeras pas pour un fou, là? Je vais te dire oui et non. Okay. Et je vais faire une confidence, c'est que certains considèrent que, étant donné que c'est souvent sur le même ton, beaucoup de confidences, des défis, des blessures, des traumatismes, il y en a qui ont peur d'être identifiés comme des victimes. Okay. C'est un peu comme ça que j'ai ouvert mon émission aujourd'hui. J'ai dit, j'ai demandé à Cathy, qui était mon invitée, j'ai dit, est-ce que tu as l'impression que qu'on te place dans une position de victime, de venir témoigner? Tu sais, puis là-dedans, on va témoigner de blessures. Ouais. Et c'est là où est-ce que la perception de certaines personnes n'est pas bonne. Parce que le témoigner, c'est une force. D'être capable de raconter ses blessures, d'être capable de raconter ses traumatismes, c'est de démontrer on a été capable de coper avec ça, qu'on a été capable de transformer cet état-là en quelque chose de positif. Donc, moi, dans le témoignage, surtout de difficultés et de souffrance, j'en vois une grande force, mais certaines personnes le voient comme si c'était le rendez-vous des gens qui s'en vont davantage se victimiser. C'est pas ça du tout. Le ton est pas là, puis je pense que c'est des gens qui ont pas écouté des épisodes au complet. Parce qu'il y a beaucoup de belles histoires qui sont racontées. Puis c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est que le vétéran, une fois sa carrière terminée, il continue de servir, juste de façon différente. Oui. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui vont servir d'une manière différente. Tu l'as dit, la carrière, pour certains, ne s'arrête pas là. Il y en a qui vont prendre une retraite totale, bon, évidemment, bon, avec les blessures physiques. L'invalidité, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais après ça, il y a des gens qui ont continué leur carrière. Et puis, de revenir sur ça, quand on a changé de vie, entre guillemets, est-ce que pour eux autres, est-ce qu'il y en a qui te disent, ben regarde, c'est le passé, j'ai mis une porte à ça, puis c'est dans un bunker, littéralement, puis ça restera là, puis je veux plus en parler. Comment tu essaies de les... Ben, je sais pas, t'as pas besoin de les convaincre. Les amadouer. Mais comment est-ce que tu essaies à les amener, surtout sur certains sujets, on parle, parfois, bon, les gens disent, OK, je vais jusque-là, mais je veux pas aller plus loin dans qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais là, à un moment donné, c'est parce que là, on peut pas juste titiller les gens. Puis, comment tu le fais pour aller là sans trop piquer là où il faut pas? C'est pas parce que quelqu'un, à prime abord, a décidé de pas parler d'une chose qui changera pas d'idée en cours de route. Je pense que l'important sur le podcast, c'est qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sentent que je suis bienveillant, que je suis leur allié dans ça. Que je m'en vais pas là pour faire du sensationnalisme. Ouais. Si le témoignage ou on arrive à un moment plus sensible, plus touchant, puis on veut aller là, on va y aller. Mais si on ne veut pas y aller, je vais respecter mes invités. Puis souvent, la pré-entrevue va me permettre aussi de voir s'il y a un sujet en particulier qui ont plus de difficultés à aborder. Et je vais respecter ça. On va toujours trouver quelque chose d'autre d'intéressant à raconter. Puis je remercie les gens qui ont témoigné puis qui ont décidé de prendre leur courage pour venir sur le Soundcheck Podcast Studio. Oui. Parce que c'est tout un projet et puis je te vois aller, bon, en plus
de tout ça. Nous, on fait ça à longueur d'année, Oui. mais bon, toi, faire des émissions de concevoir, de faire les invités, les recherches et compagnie. J'apprends énormément avec vous autres. Parce que c'est un métier en soi. Bon, Oui. t'es devenu humoriste après ta carrière, justement, militaire. Mais là, de faire... Bon, c'est bon de connaître un peu, je dirais, le milieu en étant reçu comme invité, mais de se retrouver dans la chaise l'autre bord et dire, bon, je dois faire une émission, le concept, la recherche, l'animation. Le booking. Bon, le booking, Hein, ça, tu m'en parlais. c'est De très ton difficile, booking. hein? Comment tu trouves de faire ça, le booking? À moins qu'il y ait des gens qui t'ont déjà Je suis habitué demandé, d'avoir là. beaucoup d'empathie et Oui. de compassion pour les vétérans blessés. Donc, moi, aujourd'hui, ça ne marchera pas parce que j'allez porter mon fils à l'école, ben, je ne m'arrête pas nécessairement à ça. Ça peut être que la personne n'est juste pas prête. Ouais. Donc, je suis patient avec eux. Ça m'arrive souvent que les gens vont booker, vont débooker, et on va essayer de trouver... mais des fois, c'est vraiment juste parce qu'ils ne sont pas prêts. Puis si quelqu'un n'est pas prêt, quand même que tu le forcerais à venir raconter Surtout quelque chose. pour ce genre de contenu-là. Exactement. Ouais, non, c'est ça. Donc, tu sois conciliant, il faut que ça fait partie des choses les plus difficiles dans la production de ce genre de contenu-là, puis surtout avec le type d'invité qu'on a. Mais éventuellement, peut-être que le Soundcheck Podcast Studio va se diriger vers des premiers répondants, va peut-être aller vers d'autres... je verrais des policiers. D'autres groupes, exactement. Ouais, absolument. Des Ouais. gens qui ont fait face à des défis similaires dans d'autres circonstances. Tu as mentionné les policiers, oui, bien entendu. Policiers, pompiers et compagnie. Exactement. Mais en tout cas, Steven, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ça fait pratiquement déjà une demi-heure qu'on Ouais. jase, puis on a l'impression d'avoir rien dit. C'est ça qui est le fun avec toi. Je te remercie beaucoup. Puis, Merci. en tout cas, longue vie au Soundcheck Podcast Studio. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 32 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, le vétéran et humoriste Steven Bilodeau, que vous pouvez voir d'ailleurs au Soundcheck Podcast Studio un peu partout sur nos ondes et aussi sur sa chaîne Soundcheck Podcast. Et je vous rappelle que notre chaîne YouTube est toujours active avec toutes nos émissions et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre entre parenthèses officiel auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve une prochaine à Studio Libre.